question de l'engagement de la jeunesse en tant que telle, et ce, sur les questions de santé. Alors, vous allez me dire, Monsieur Legrand, il est bien gentil, etc., mais si vous prenez le baromètre JEP 20 de l'engagement des jeunes, la troisième source de mobilisation potentielle des jeunes, c'est sur les questions de santé. Or, que faisons-nous pour mobiliser les jeunes sur les questions de santé? Ils sont prêts, ils ont envie, mais qu'est-ce qu'on leur propose en face? Ils sont rarement acteurs dans ces dynamiques-là. Donc ça, c'est un premier point. Et je dirais que dans le cadre des politiques publiques, mobiliser les jeunes, valoriser leur engagement sur les questions de santé, reste encore très minoritaire en tant que tel. Je vais prendre une des formes les plus, alors, je vais les guillemets, parce qu'il y a des gens d'unicité qui sont là, je ne voudrais pas qu'ils tapent dessus, d'institutionnalisation de l'engagement, qui est le service civique. Si vous prenez la totalité des missions de service civique, il n'y a que 4% des jeunes, sur 160 000, 170 000 aux dernières données, qui ont des missions autour de la santé. Donc on ne valorise pas, on n'accompagne pas suffisamment cette question-là. Alors, je dis ça en disant aussi en sociologie de la jeunesse, la question de l'engagement des jeunes sur les questions de santé, on n'est pas nombreux à travailler sur cette question-là par rapport à d'autres formes d'engagement politique, écologique, etc. Mais il y a un espace, je dirais peut-être une niche, peut-être, à reprendre sur cette question de l'engagement et de la mobilisation des jeunes sur les questions de santé. Pour juste conclure cette partie-là, on va discuter aussi avec l'Agence régionale de santé tout à l'heure en attendant notre taxi, parce que voilà, on ne savait pas où était le lycée, donc il faut bien qu'on s'adapte. Dans le cadre des politiques publiques, on consulte très rarement les jeunes sur leurs envies, leurs questionnements autour de la santé, et ce même au sein des politiques de santé. Il y a une expérience, enfin il y a deux expériences. Il y a une expérience qui a été faite par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes récemment avec France Asso Santé, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé et plein de partenaires différents. Une consultation jeune sur qu'est-ce qu'ils attendent sur les questions de santé, qu'est-ce qu'ils proposent sur les questions de santé. Ça reste assez rare. Et au point de vue de la conférence nationale de santé, il y a eu un débat public uniquement sur les jeunes, avec 450 jeunes, pour faire leurs propositions sur les questions de santé. Donc, alors qui restait lettre morte après au ministère de la Santé, c'était Marisol Touraine qui a dit que c'était un objet non intéressant, la participation des jeunes. Ça peut être enregistré, redit, il n'y a pas de souci, je le maintiens. Donc, il faut voir aussi la question de l'éducation par les pairs au travers à la fois de la question du jeune comme ressource pour la santé et en même temps comme engagement des jeunes sur la question de la santé. Il y a ces deux paradigmes-là à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, dire aussi que sur la question de l'éducation par les pairs, sur la définition après, et reprendre aussi les éléments que vous disiez, ce n'est pas une idée neuve. L'éducation par les pairs n'est absolument pas une idée neuve. Là, elle fait traîner de poudre depuis 2012, et la crise Covid a accentué, je dirais, aussi ce volet-là, en faisant appel aux jeunes et à d'autres profils et d'autres publics en tant que tels. C'est une idée qui est rattachée à la question de l'éducation populaire. Et qui même, je dirais pour aller encore plus loin, date des Grecs, si on va encore même beaucoup plus loin, qui était justement d'aider l'autre, d'aider son père, hier, bien sûr, sur plein de questions, alors faire du tutorat, on pourrait le dire de cette façon-là. Donc ce n'est pas une idée neuve, et elle a pris aussi en ancrage, je dirais, en Angleterre, dans la période, je dirais, des bas-fonds londoniens, où les familles étaient nombreuses et où
Les enfants, je dirais, étaient non pas laissés à l'abandon, mais ne pouvaient pas travailler. Donc les grands frères avaient commencé à travailler sur une école à mettre en place. Voilà, c'était la fratrie qui travaillait dessus. Donc après, il y a eu plein de choses complètement différentes. Et en France, on a retrouvé cette dynamique, ça c'est important de le préciser quand même, sur le champ de la santé, dans la période du SIDA. Dans le champ de la santé, tout d'un coup, que ce soit dans les milieux homosexuels notamment, ou dans les milieux de la toxicomanie, il y a eu ce travail-là en disant les messages de prévention traditionnels ne passent pas, donc travaillons différemment sur ces volets-là. Donc c'était des jeunes homosexuels ou toxicomanes, etc., qui travaillaient leur propre message de prévention au sein de leur communauté pour travailler sur ce volet-là. Et après, effectivement, on n'en a plus entendu parler, jusqu'en 2013-2014, où là, on a commencé à reparler de l'éducation par les pairs, qui était peut-être aussi le signe de l'échec des campagnes de prévention traditionnelle, aussi, et qui suivait aussi un mouvement qui continue maintenant de faire appel aux personnes concernées, justement, pour parler des questions de santé. Donc, on est dans un courant, je dirais, un petit peu historique dessus, qui ne touche pas que les jeunes. Effectivement, là, on est réunis pour parler des jeunes, mais vous avez aussi des programmes, je suis aussi en prison, mais, voilà, des programmes d'éducation par les pairs aussi entre personnes détenues. Vous en avez aussi dans le milieu, je dirais, des travailleurs et travailleuses du sexe, dans le milieu de la précarité aussi. Donc l'idée, c'est toujours de faire appel aux compétences et aux ressources des personnes. On est toujours sur ce registre-là. Pour être aussi tout de suite à l'aise, il y a aussi un autre terme qui circule beaucoup actuellement, c'est la paire-aidance. Par l'éducation, de prévention par les pairs, de paire-aidance. La question de la paire-aidance, très schématiquement, elle s'inscrit beaucoup plus, je dirais, dans une dynamique, alors je vais mettre des guillemets dessus, de personnes ayant des pathologies, que ce soit psychiatriques, chroniques, etc., qu'on pourrait aussi appeler des patients experts, etc. On est plus dans le domaine, c'est très schématique, caricatural, mais plus dans le domaine des pathologies, des maladies chroniques, alors que là, on est avec un public jeune qui n'ont pas forcément de pathologie, si ce n'est que d'être jeune. Bon, ça, voilà, bon, fallait la faire. C'était pas, voilà, vous m'excuserez, méchant facile. Donc voilà, on est vraiment sur ce registre-là. Et éducation par les pairs, il n'y a pas beaucoup de définitions, il n'y en a qu'une seule qui existe, qui est liée à la Commission européenne de santé publique. Il n'y en a qu'une. Alors, je vais la lire, hop, je me recule, ça va aller pour le son, mais je vais reprendre mon papier. Voilà, je reprends mon papier. Et vous l'aurez, je vous mettrai un petit texte comme ça. Donc, c'est une approche éducationnelle qui fait appel à des pairs, PRS. Donc, entre parenthèses, c'est personnes du même âge, du même contexte social, fonction, éducation ou expérience. Il faut à chaque fois trouver le plus petit dénominateur commun, je dirais, entre les personnes, pour donner de l'information. Ça peut être et pour mettre en avant des types de comportements et valeurs. Ce qui est important dans cette définition, c'est ce qui va suivre, et ça rejoint aussi certains éléments, c'est que l'éducation par les pairs est une alternative ou un complément aux stratégies d'éducation à la santé traditionnelle. D'ailleurs, que faire de l'éducation par les pairs, avoir un groupe de jeunes qui travaillent sur les questions de santé, c'est intéressant, c'est important, c'est nécessaire, on y reviendra, mais en même temps, comment ça s'inscrit dans un dispositif plus global de santé. Je dirais, on pourrait prendre le lycée, si vous avez dans le cadre du lycée ou dans d'autres lycées où il y a des expériences sur ce volet-là,
Si vous avez 5 ou 6 jeunes éducateurs pairs qui travaillent sur la question de la restauration et de l'alimentation, ben, dans quel cadre ça rentre si dans le restaurant scolaire, l'alimentation n'est pas adaptée en tant que telle? Donc voilà, comment on inscrit la dynamique globale, je dirais, de ces pairs. Voilà, ils peuvent travailler sur les questions de santé, mais en même temps, dans quel environnement et dans quelle stratégie ils vont s'insérer. Ce n'est pas eux tout seuls qui vont faire changer les choses. Ils vont avoir un rôle, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui vont faire changer l'ensemble des comportements de santé, je dirais, de tous leurs homologues. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Comment on valorise ces jeunes? Comment on valorise leur engagement sur les questions de santé? Comment on les valorise au sein de la mission locale, s'ils sont issus de la mission locale, au sein de l'établissement scolaire? Comment on les valorise? Qu'est-ce qu'on leur... Alors je mets des guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Alors ils ne sont pas toujours demandeurs d'avoir quelque chose en retour, mais c'est important pour eux puisqu'ils investissent, ils s'investissent, ils ou elles d'ailleurs, sur ces aspects-là. Donc qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Je sais qu'avec le conseil régional, on avait réfléchi il y a 2 ans en termes de valorisation des compétences, comment travailler aussi sur ce registre-là. Et puis de la part des accompagnateurs, il y a aussi une autre fonction, alors qui est apparue aussi petit à petit, de plaidoyer sur la reconnaissance de ces jeunes et de leur action auprès de leurs autres pairs professionnels. Parce que tout le monde n'a pas le regard bienveillant sur la question de jeunesse qui s'engage sur les questions de santé. Donc comment ça s'est pris en compte par les autres professionnels au sein d'une structure en tant que telle. Donc ça, voilà. C'est un facilitateur de liens. Oui, effectivement, être entre jeunes facilite beaucoup la question du lien entre les individus et favorise aussi la question du lien. Moi, je suis jeune père, voilà. Je suis en train de t'expliquer, ils ne disent pas comme ça, que l'assistante sociale de l'établissement X est bienveillante. Voilà, là, il y a un degré de confiance qui se crée, puisque c'est un jeune qui vous le dit. Donc, ça fonctionne. Ou alors, on parlait de santé mentale tout à l'heure, et bien souvent, c'est une question qui se pose. Oui, au CMP, il n'y a pas que des fous qui vont dedans. Moi, j'y étais, ils sont accueillants. Et donc, on s'aperçoit au travers des recherches qu'on a pu mener que le fait que ces jeunes-là, pères, éducateurs pères, disent ça, on observe, voilà, alors attention, ce n'est pas des millions de personnes qui vont arriver après, faut être aussi prudent par rapport à ça, que beaucoup viennent parce qu'ils ont entendu le père dire, voilà, il y a cette structure-là, ils sont accueillants, elle fonctionne comme ça, moi j'y suis allé, j'ai rencontré les professionnels, et là, la parole porte beaucoup plus. Donc ça, c'est important. Je reviens là-dessus. Alors, ce que ce n'est pas, félicitations, bravo pour tous les groupes. Vous avez bien travaillé. Alors, ce qui est important, ce qui est une crainte, que ce n'est pas se substituer à un professionnel. Alors, c'est une crainte qu'ont parfois les professionnels, de santé d'ailleurs, aussi bien évidemment. Et donc ça, c'est aussi important de le clarifier avec les jeunes eux-mêmes qui vont s'engager sur ces questions-là. Dans le cadre des dispositifs qu'on a pu observer, il peut y avoir des signatures de chartes. Donc on travaille sur ces volets-là, sur les questions de posture. Si il y a un problème de santé qui est identifié aussi, comment on oriente vers telle ou telle structure, l'ensemble de ces points doivent être clarifiés tant auprès des jeunes qui vont s'engager dessus qu'auprès des autres professionnels. Parce que c'est la crainte.
Et je dirais que c'est une crainte aussi qui est hiérarchisée en thématique de santé. D'ailleurs que si vous avez des jeunes pères, hein, un groupe qui veulent travailler sur le tabac, je dirais là tout le monde s'en fout. Pas grave, ils font ce qu'ils veulent, ça c'est pas, ça va pas traumatiser les professionnels. Dès que vous abordez les questions de sexualité, c'est vader rétro satanas. Comment des jeunes qui ont peu d'expérience, qui n'y connaissent rien, etc. Non, mais par expérience aussi sur pas mal de projets, comment peuvent-ils réfléchir et agir dessus? Donc vous avez une hiérarchie des thématiques de santé, et on pourrait dire aussi, je peux avoir des craintes aussi par moment, sur les questions de santé mentale, cette question-là peut aussi se poser. Mais voilà, il y a des thématiques qui sont, je dirais, somme toute soft, et puis d'autres qui vont interroger encore plus les professionnels. Un des éléments clés pour, je dirais, alors pas contrer, mais je dirais adoucir ce propos-là, c'est que quels que soient les programmes sur lesquels les jeunes vont vouloir travailler, il y a aussi une nécessité de formation des jeunes. C'est pas du, je prends une expression, du vas-y mimi là. Ah, mais c'est important, c'est pour ça que ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils vont être volontaires. Je crois qu'il faut être vraiment sur le principe du volontariat. Bon, on va avoir envie de faire. Si vous leur imposez en disant toi tu vas être éducateur père, voilà, hein, c'est pas forcément, mais sur la base du volontariat, et il est nécessaire à la fois d'avoir un accompagnement et en même temps une formation sur les questions de santé d'une manière générale et selon les thématiques sur lesquelles ils veulent réfléchir, faire appel à des associations ou à des structures qui vont les former dessus. Ça c'est important, c'est-à-dire que pour ça que l'éducation par les pairs c'est un faux ami parce que ça demande du temps. Et vous voyez bien qu'il y a le temps de l'accompagnement, il y a le temps de la mobilisation, il y a le temps de la formation, et après je dirais il y a le temps de l'action. Voilà, donc ça fait beaucoup de paramètres et beaucoup d'investissements, tant des jeunes que des professionnels aussi. Effectivement, c'est pas qu'un témoignage. Aussi. Les jeunes vont pas témoigner, je dirais, de leur expérience de jeunes. Ils vont pas témoigner de ça. Ils vont être sur le temps de l'action. Et qu'importe, je dirais, la forme de l'action. Et pas sur des témoignages d'anciens alcoolos, d'anciens toxicos, etc., etc. Ce qui veut dire aussi que, et parfois c'est là où il peut y avoir des difficultés, c'est pourquoi les jeunes vont s'engager aussi sur ces dispositifs. Donc faire attention à l'équilibre du groupe dans les volontaires, que si vous avez un jeune qui vous dit ouais, moi j'ai envie de parler de toxicomanie parce que je fume 7 joints par jour, c'est un minimum, et c'est pour ça que j'ai de l'expérience. Ben voilà, on travaille sur la posture, et on ne dit pas tout, et surtout, c'est peut-être pas ça qui va mettre en avant dans ces témoignages. Voilà. Mais ça arrive, hein, donc il faut être aussi prudent. Important, bah oui, il ne porte pas le problème des autres. Et ça, c'est toujours, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que travailler sur la question de la posture, vraiment de la posture de ces jeunes, de comment ils vont intervenir, en cas de souci, ben, qu'est-ce qui va se poser, est essentiel. Donc il faut qu'il puisse vous en parler si à un moment donné il a effectivement une difficulté par rapport à ça. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas le jeune qui va dire bon voilà, je vais t'accompagner directement et physiquement au CMP ou à la maison des adolescents. C'est pas lui qui va porter le problème. Donc d'où la nécessité d'une cohérence au sein d'un lieu entre les professionnels de la structure, les professionnels extérieurs de la structure et les jeunes eux-mêmes. Vous voyez, c'est, à force, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais il y a des grandes lignes quand même. Hein. Alors, réserver une catégorie jeune, je reviendrai après dessus. Alors, c'est pas remplacer un professionnel, on l'a
évoquer. Ah oui, ça c'est important, je trouve que vous avez bien fait de le noter. L'utilisation des jeunes pour leur faire porter des messages adultes instrumentalisés. Alors oui, oui. Oui, ça c'est important. Alors c'est important parce que justement, c'est quelle marge d'autonomie on laisse aux jeunes. C'est-à-dire qu'une des grosses tendances que moi j'observe effectivement dans les politiques publiques et celles de santé, c'est que si vous regardez par approche thématique, sexualité, alcool, tabac, enfin bref, vous allez retrouver des éducateurs pairs. C'est le grand trip. Voilà, c'est le grand trip, etc. Et vous allez saucissonner les jeunes et vous allez en faire, si on est dans ce registre-là, parce que François Chauveau, un de mes collègues avec qui on a travaillé sur ces questions-là, mais j'aime bien son expression, vous allez en faire des pères OK. C'est beau, hein? Il n'est pas sociologue pour rien. C'est que ça cogite quand même. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que l'idée majeure, c'est que les jeunes qui sont volontaires pour ces questions-là aient une marge de manœuvre et une possibilité aussi de voir par rapport à l'environnement. Peut-être que c'est pas le tabac parce que la politique tabac a dit qu'il faut des éducateurs pairs, mais peut-être que la réalité sur leur territoire, c'est la question de la précarité et que c'est peut-être la question de l'absence de lisibilité des dispositifs pour accéder aux soins. C'est peut-être là-dessus qu'eux veulent travailler. Et là, si on est dans un registre, je dirais, d'autonomie, de création, etc., vous êtes beaucoup plus sur des dynamiques d'empowerment que je dirais, de duplicata de jeunes. Et puis alors après, ça va être super sympa dans les lycées. Alors vous allez voir les jeunes volontaires tabac, sexualité, toxicomanie, et en fait, on va réussir à reproduire ce qu'on fait au milieu des professionnels. On va saucissonner le jeune en tranches. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais arrêter de fumer. Ah, non, tu fais toxicomanie, dommage. Pas de chose. Il vient demain, trop tard. J'arrêterai pas de fumer aujourd'hui. Donc, voilà, on va saucissonner en tranches les jeunes. Mais ça, c'est important. Effectivement, il y a une tendance assez forte. Et je peux vous dire que les affrontements, je suis un peu au cœur de ces questions-là, sont assez violents. Vous prenez par exemple le fonds d'expérimentation des jeunes qui va être sur le jeune comme ressource sur le volet de la santé. Voilà. La conférence nationale de santé était aussi sur ce registre-là. Et puis vous avez la 1000 DK qui axe 4, mais on va mobiliser les jeunes sur les questions de toxicomanie. Alors, ce qui peut être intéressant, mais quelle marge de manœuvre on laisse aux jeunes dans la création de ces dispositifs. Donc ce qui veut dire, c'est aussi pour vous qui voulez mettre en place des dispositifs, c'est dans quel sens, dans quelle philosophie je pose aussi l'éducation par les pairs. Est-ce que c'est dans un registre d'émancipation des personnes, voilà, ou est-ce que c'est, voilà, moi j'ai un problème sur le tabac, je fais des jeunes tabac, etc. Voilà. Après, on peut leur laisser des doses de créativité à l'intérieur, mais c'est une question un petit peu à se poser. Faire semblant de leur donner une place. Ça. Alors, ce qu'il faut comprendre sur un programme de prévention par les pairs, moi je dis, en général, il faut 3 ans pour vraiment à peu près le stabiliser. À peu près. C'est-à-dire que la première année, vous allez dire, est-ce qu'il y a des volontaires pour faire de l'éducation par les pairs, des jeunes, etc. La première année, tout le monde balbutie. D'ailleurs, tout d'un coup, les jeunes, on leur demande de parler de santé et d'agir dessus, donc c'est pas forcément si évident que ça. Les professionnels, c'est qu'est-ce que je fais, comment je peux intervenir auprès d'eux, comment je les accompagne. Au point de vue de la structure, c'est qui c'est ces bêtes-là. Voilà. La deuxième année, on commence un peu à stabiliser les choses. Et je dirais, la troisième année, on peut rentrer dans un registre de tutorat par les pairs, c'est-à-dire que les anciens peuvent driver les autres. Quand je dis aussi, par rapport à cette question-là, c'est
imaginons que vous développez ces dispositifs dans le cadre de missions locales. Alors, moi, j'ai vu ça dans des missions locales en milieu rural, c'est petit à petit, quand ce dispositif est intégré, est-ce qu'on les intègre dans l'équipe avec les conseillers? Est-ce que s'il y a des réunions alors, de direction, comment on réfléchit ensemble dessus? Quelle place ils ont? Ce n'est pas des professionnels, on est bien d'accord, bien sûr, mais quelle place ils ont? Nous, on a travaillé sur un programme d'éducation par les pairs de mineurs non accompagnés. Cette question-là s'est posée. Il y a eu des adaptations au point de vue des réunions, bien sûr, où il y a des parties qui sont, je dirais, pas plus, qui restent un peu dans le sceau du secret, voilà, parce qu'il y a des questions qui sont réglées, mais quelle place on leur donne à un moment donné, par exemple dans la gouvernance? Est-ce qu'ils sont juste des jeunes qui vont travailler et réfléchir et agir sur la question de santé, ou est-ce qu'ils sont considérés comme des éléments clés de notre dispositif plus global sur la question de la santé? Cette question-là, elle apparaît aussi au point de vue des étudiants relais santé, de leur intégration dans le service de santé préventive, de médecine préventive. Quelle place ils ont au sein de ce dispositif et est-ce qu'ils peuvent participer à ça? Alors selon les universités, c'est très variable, hein, on a tous les cas de figure, mais cette question-là peut et doit être posée, pas forcément dans un premier temps, mais à terme. Hein, comme je dis, il faut du temps pour intégrer la démarche. Alors c'est pas du soin, effectivement. Alors ce n'est pas un recueil d'informations, effectivement ils donnent de l'information. Au travers de leurs actions, ils réfléchissent dessus. Mais, je dirais, ça peut être aussi un élément de recueil d'informations sur des choses que, parfois, en tant que professionnel, on ne voit pas nécessairement, ou on ne pense pas nécessairement. Quand je dis ça, parfois les jeunes disent « vous êtes des gros nazes, vous n'avez pas compris ». Ben non, des fois, c'est qu'on ne voit pas. C'est pas qu'on y met de la mauvaise volonté, c'est qu'on ne voit pas. Et parfois, les jeunes pères peuvent remonter de l'information sur des choses que nous, on n'a pas vues et qui mériteraient d'être améliorées. Un dispositif d'éducation par les pairs, il faut le considérer comme un sas, descendant et ascendant, je dirais, entre les professionnels et les jeunes. C'est un sas de traduction. C'est un sas de remontée de l'information, descendre de l'information. On a eu par exemple, dans le cadre d'une mission locale à Beaune, très bon vin d'ailleurs, il faut joindre l'utile et l'agréable, mais par exemple l'assurance maladie a travaillé avec les jeunes de la mission locale qui avaient été formés sur l'adaptation de leur message sur les examens de santé. Comment on travaille cette question-là? Comment on améliore notre discours? Donc le SAS fonctionne dans les deux sens. En établissement scolaire, dans un établissement scolaire breton, les jeunes pères ont pu faire remonter à l'infirmière scolaire que les discours ou les informations qui avaient été données sur la pilule du lendemain n'étaient pas forcément si bien passées que ça. C'est trop noir. 3 minutes. 3 minutes. Hein. Voilà. Donc, regardez, hop, je bouge. Non, ça vous va. Je vais jouer avec vous en fait. Donc, voilà, il faut le voir aussi comme ça. Pour conclure, puisque j'ai que 3 minutes, ça va être dur. En 3 minutes, dire premièrement que l'éducation par les pairs est quelque chose de validé scientifiquement. Il n'y a pas, il n'y a pas photo sur son efficacité. Je vais y revenir. Il y a un certain nombre de conditions que je vous ai données, que ce soit la formation, l'accompagnement, etc. Là, on a un cadre, autrement, ça risque de créer plus de dégâts qu'autre chose, ça c'est important de le préciser. Qu'est-ce que ça apporte? Ça c'est important au point de vue des jeunes pères, ceux qui vont faire des actions de santé. C'est les premiers bénéficiaires de l'éducation par les pairs. Bien évidemment, vous allez les former, ils vont apporter des connaissances.
on observe une amélioration de leur estime de soi, on observe aussi des changements de leur propre comportement santé. Et je dirais aussi ce qui est important et qui parfois n'est pas pris en compte dans les évaluations, dont on travaille dessus, c'est que le jeune père ne s'arrête pas uniquement dans le cadre de sa mission qui peut être donnée, en service civique, dans un lycée. C'est que dans son réseau amical, familial et social, il va continuer à donner des informations. Donc, peut-être que parfois dans les évaluations, on dit, voilà, il a touché 15 jeunes, imaginons, mais en fait, il en a touché une centaine. Donc ça, c'est un premier volet. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Au point de vue des autres jeunes, les bénéficiaires, on va le dire, les bénéficiaires, qu'est-ce qu'on observe? Alors bien évidemment, oui, c'est super, c'est fantastique, un jeune qui nous parle, c'est génial, c'est mieux que les vieux, c'est pas descendant, c'est super, bref, paix, amour et beauté. Ceci étant, il n'y a pas de pensée magique, ces autres jeunes-là. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est bien qu'un jeune leur parle. Ça, c'est mieux. Mais, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez confiance dans les informations qui vous sont données? Ils ont confiance parce que ces jeunes-là ont été formés par des professionnels. Ce n'est pas la pensée magique du jeune à jeune. C'est parce que ces jeunes-là ont été formés. Ça améliore aussi le fait que de voir des jeunes s'engager sur les questions de santé, ça peut donner envie. Ça peut donner envie, alors, soit de s'engager sur les questions de santé, soit de s'engager tout court. Donc il y a un rôle de leader positif aussi qui est en œuvre. Donc ça, c'est un effet aussi qui est important. Et l'autre effet important qu'on a observé, et qui est évalué même de manière internationale, c'est que les endroits où il y a des programmes d'éducation par les pairs, où les jeunes sont investis sur les questions de santé, ça permet de revaloriser l'image de la structure elle-même. D'ailleurs que c'est du capital social qui est engagé. Que ce soit dans un établissement scolaire, dans une mission locale ou autre, les autres jeunes disent, même si moi je ne vais peut-être pas devenir éducateur père, pourquoi pas, et ça c'est un droit bien sûr, et du coup, moi je vois que la structure elle fait confiance aux jeunes. Donc ça c'est un élément clé aussi. Et puis pour les professionnels, qu'est-ce que ça leur donne? Si on prend le troisième registre, pour les professionnels, d'une part, c'est un changement de regard pour les jeunes. Quoi qu'on en dise, et même si c'est des professionnels qui peuvent être déjà engagés sur des questions, qui y croient, oui, voilà, ça crée un autre regard sur les jeunes, ça permet d'avoir une autre vision d'eux, de développer les compétences, et aussi, alors, je vais mettre des guillemets, de les utiliser à bon escient pour adapter nos propres messages et nos propres questions. Donc, ça, je dirais, c'est un package assez important. Et pour l'éducation par les pairs, je dirais que ça permet de lutter quand même contre les inégalités sociales de santé. Ça, c'est quand même un point important et essentiel. Ça permet aussi, avec l'adaptation du discours et du langage des jeunes, de travailler, alors, ce qu'on appelle, nous, la littératie en santé, c'est-à-dire d'adapter vraiment les discours, les contextes en tant que tels, et aussi d'être des micro-observatoires de la jeunesse. Dans les évolutions, vous avez situé tout à l'heure un certain nombre d'évolutions sur les 2-3 ans, mais les jeunes ont aussi une autre perception dessus, et de faire aussi remonter des besoins qu'on ne perçoit pas, nous, directement. Je m'arrête là pour l'instant. Ça nous laisse le temps de prendre quelques questions. Voilà, bien sûr. Oui. Merci à vous.